secrets, il les a gardés pour elle. Voici Isabelle Massé et Normand Brathwaite. Bienvenue à vous deux. Bienvenue à Tout le monde en parle. Merci. Merci. Normand, le 6 avril, tu lançais ta biographie intitulée Brathwaite, comment travailler comme un aigle sans se fatiguer. Isabelle, tu es l'auteur de cette bio. C'est ton premier livre. Habituellement, on peut te lire dans la presse. Pour pondre le récit de la vie de Normand, tu as interviewé 115 personnes, 100 heures de discussion. Isabelle, comment tu le décrirais, Normand Brathwaite? C'est quelqu'un qui a 30 ans de métier, mais qui en valent 60 parce qu'il a toujours travaillé. Il a toujours eu plein de contrats en même temps. C'est pour moi le premier petit noir du Québec. C'est un titre qui va toujours lui rester, même maintenant. C'est un titre donné par Denis Filiatro aussi à l'époque. Ça fait 15 ans que je suis à la presse et c'est la personne dont je retiens à peu près le plus de matériel à chaque fois que je fais des entrevues. Il sait comment faire une entrevue. Tu as l'impression qu'il te donne du crunché, tu as l'impression qu'il te raconte tout, qu'il ne te cache rien et il punch à la fin. Le texte est fait presque. Et ça rejaillit sur moi. Donc, je me disais que j'allais avoir beaucoup de contenu grâce à ça. Normand, ta vie n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Tu as entre autres connu une séparation très médiatique, la chanteuse Joanne Blouin, la mère de ta fille, Elisabeth Blouin-Brathwaite. Qui a lu ton livre en premier, tes avocats ou ceux de Joanne? Très bonne question. Je peux-tu prendre une gorgée d'eau là-dessus? Oui. Peux-tu faire un téléphone? Le biographe la trouve drôle, en tout cas. Moi, effectivement, c'était important pour moi que Joanne voie le livre avant. Je parle de beaucoup de filles dans le livre, tout ça, puis il y a beaucoup de filles qui sont plus dans le métier, et je ne nomme pas leur nom parce que c'est important, là, les gens ne les connaissent pas, puis je veux pas que quelqu'un lise à quelque part. Tu nommes le nom de la personne, puis elle vit à Beaconsfield, puis elle vend des tomates, puis son mari dit « Comment ça, t'as couché avec Normand Brathwaite? » Ça me tentait pas. Mais là, il y a un gars de Beaconsfield qui regarde sa blonde qui vend des tomates et qui se dit « Hein? » Il regarde son enfant noir sur le divan. J'ai connu bien des gars de Beaconsfield, puis ils devraient peut-être regarder leur blonde. Mais Joanne, c'est important parce qu'on a une fille, puis tout ça, puis nos lots de chicanes, on les a eus publiquement. T'en as abusé un peu. J'en ai abusé, j'ai fait bien des jokes, trop de jokes peut-être, mais regarde, c'est le fun. Mais c'est important. Pour moi, c'est important. Comme ma fille Elisabeth, c'est important que... Il y a des gens là-dedans que j'ai protégés. Mais je voulais que ce projet-là se fasse sans chicane, sans... Je dirais pas sans avocat, là, parce que... Il y en a eu. Évidemment, comme dans n'importe quelle biographie. Mais toi, Isabelle, tu l'as rencontrée. Joanne Blouin, elle a été très collaboratrice. Quand tu décides de faire une biographie sur quelqu'un, que la personne soit en vie ou non, tu impliques tout son entourage. Tu impliques son entourage au premier degré, au deuxième, au troisième degré. Ils sont pris là-dedans parce que toi, tu décides de faire une biographie à un moment donné. Et c'est certain qu'une des personnes à qui je tenais à parler, c'est Joanne. Elle m'a dit oui. Je l'ai rencontrée longuement. Je suis très contente. Ouais. À propos de ta célèbre arrestation pour conduite en état d'ébriété sur le pont Jacques-Cartier, tu as dit que c'est un acte manqué. Qu'est-ce que tu as manqué ce soir-là, à part l'alcool-test? Je pense que je vivais à côté de mes souliers. Tu sais, je venais de me séparer de Joanne. J'étais vraiment sur la go. Je rencontrais bien des filles. C'était n'importe quoi. Puis à cette époque-là, j'annonçais Chrysler. Et qu'ils m'ont montré le livre de toutes les voitures Chrysler. Là, j'ai regardé. Maintenant, c'est beau Chrysler, mais à l'époque, c'était tellement laid. Là, ils m'ont demandé de choisir un char. Puis là, comme tout bon noir, j'ai pris le plus gros, avec rouge à l'intérieur, blanc avec la grosse roue en arrière. Puis c'était pas moi. Fait que j'étais juste comme tout croche. Puis à quelque part, je le sais pas, je veux pas faire un Claude Charon de moi-même. Peut-être que j'étais tanné de vivre comme... Tu sais, je fais de l'argent, j'étais pas heureux. T'as arrêté d'en faire à partir de là, hein? Oui, il en a fait moins. Il en a fait moins parce que, évidemment... Il vit sur ses rentes depuis ce temps-là. Oui, c'était le premier noir à annoncer une voiture en Amérique du Nord. Mais t'en as fait de la pub, t'as fait 20-50 pubs. Oui, exactement. C'est pour ça que je pense... C'est pour ça que t'as un hélicoptère. Oui, mais je le loue, premièrement. Puis deuxièmement, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gags sur l'argent qui sont faits sur moi. Puis que t'alimente. J'alimente parce que je me dis, bon, je fais beaucoup moins que le monde pense, mais deuxièmement, il ne faut pas prendre le monde pour des épais. Quand tu allumes la TV, puis qu'il te voit dans des pubs depuis 25 ans, bien là... Ah ouais, je doute bien que... Ouais.
Dans la préface, Marc Labrèche écrit, Normand, que tu as des dépendances de toutes sortes comme l'alcool, les mets japonais et le sexe à plusieurs. La question qui tue. Donne-nous un exemple, mon cochon, de ce qui te fait triper dans la cuisine japonaise. Ben, c'est pas cuit, c'est mou. OK. Puis ça va bien. Mais le sexe à plusieurs, c'est vrai, ça? J'ai jamais fait le sexe à plusieurs. Même pas avec Marc? Même pas avec Marc. Ben, c'est écrit dans le livre. Oui, je sais. Mais Marc, peut-être dans sa tête, c'était à plusieurs. Mais non, jamais. Mais vous étiez juste vous deux. C'est ça, on était juste deux, puis on imaginait une autre fille. Isabelle, as-tu appris des choses étonnantes à propos de Normand que tu n'as pas écrites? Moi, je pensais que tu allais me dire, as-tu appris des choses qui t'ont jeté à terre puis qui t'ont fait pleurer ou rire et tout ça? Moi, c'est plutôt ça qui m'a marqué, c'est parce que ça me touche directement. Un jour, Normand, il m'annonce que, tu sais, je commence le livre avec un voyage en hélicoptère aux États-Unis. Normand doit embarquer avec son ami Normand Dubé, le pilote, pour s'en aller à Los Angeles et attendre à l'aéroport, sur le toit d'un des terminaux là-bas, attendre que l'hélicoptère arrive pour les amener récupérer le leur. T'sais. Et habituellement, quand Normand Dubé fait ça, il attend 10 minutes sur le toit de l'édifice. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il ne sait pas non plus. Il est resté 45 minutes. Il suait à grosses gouttes. Pourquoi? Parce qu'il était vêtu de son costume noir Armani qu'il porte tout le temps quand il passe les douanes, parce que les gens ne le connaissent pas ailleurs qu'au Québec ou au Canada. Tout d'un coup, il tombe sur un douanier qui ne le connaît pas. Et c'est un réflexe que moi, j'ai eu pendant des années en voyageant pour mon travail. Pendant 10 ans de temps, j'ai voyagé aux États-Unis. Je me suis déjà fait tasser à l'aéroport et je pensais que c'était à cause de ma couleur, à cause de mes cheveux, à cause de mon habillement. Il m'a dit ça, puis il dit « Je t'ai ému ». Je dis « Est-ce que je me suis retrouvée directement là-dedans? » Puis tu fais encore ça, Normand? Ah, toujours. Toujours. Puis aux États-Unis, si tu veux avoir un minimum de respect, et là, je parle de même des grandes villes. Moi, ma femme est blanche, là, et j'ai été maltraité souvent aux États-Unis parce que j'étais avec une femme blanche, maltraité souvent au Canada anglais parce que j'avais pas un habit. Parce que maintenant, je mets le saut le plus cher de la planète pour qu'ils se disent, lui, on ne sait pas ce qu'il fait, mais... Quand tu dis maltraité, c'est un mais exemple. tu le sens dans le... Tu sais, quand je suis allé en Jamaïque tout seul, je reviens de la Jamaïque, ils m'arrêtent, ils me fouillent, ils me posent des questions. Puis là, ils disent, qu'est-ce que tu fais? Là, je dis, là, je suis au Canada, là, je suis dans mon supposément pays. Puis là, je dis, ben, je suis animateur de TV. Il aurait pu prendre l'Internet, aller voir. Non, non, ils veulent pas, ils rient de moi. Là, ils me laissent aller. Là, je m'installe au bar, je prends mon petit verre, je suis correct. Ils reviennent me chercher. Ils ont fait ça 6 fois. C'est assez humiliant, là, tu sais. Et là, tu vois que c'est de la percussion. C'est vraiment des gens qui n'aiment pas la race. Et j'ai vu le vrai racisme aux États-Unis. On ne connaît pas ça ici au Québec. Des gens qui vraiment, là, t'arrives, tu demandes quelque chose, ils te détestent, tu le sens, tu n'as rien fait, ils ne savent pas ce que tu fais dans la vie. Ils te détestent, c'est profond, c'est dans leurs racines. Et ils ont appris ça de leur naissance. Et un des grands plaisirs pour moi d'aller acheter des hélicoptères avec Normand Dubé, c'est que je suis en habit, puis j'arrive avec un hélicoptère noir, parce qu'il n'y a pas de lettre dessus, il n'est pas peint. Puis là, on atterrit devant les Confertines, parce qu'il y a toujours un gros triangle devant un Confertine. Puis là, tu vas voir le gars, puis tu dis, pouvez-vous surveiller ça, s'il vous plaît? Puis là, tu sors ta carte platine. Puis là, ils pensent que tu t'arrives, t'es le frère d'Obama. Tu sais, t'arrives en hélicoptère, là, ils paniquent. Puis je dois dire que je prenais un petit plaisir, tu sais. Là, je demandais, connaissez-vous un bon restaurant? Il m'appelait un taxi, évidemment, je ne payais pas le taxi. J'arrivais au restaurant, il me faisait passer devant le monde. Puis là, je disais, excusez-moi, les tabarnak, tu sais. Il faut vraiment qu'on soit, là, qu'on leur fasse peur puis nous respecte. C'est un peu péteux, ça, avec non, c'est parce que pour moi, ça me servait beaucoup. J'avais beaucoup de voyages à faire. Ma femme adore ça, ma femme pilote. Elle s'en sert beaucoup parce qu'elle travaille beaucoup à Québec pour Enfants Soleil et tout ça. Puis c'est sûr que c'est impressionnant, je le sais. C'est pour ça qu'on j'y pas en sauvage, on n'atterrit pas dans le centre d'achat. Vous en avez juste un à deux quand même. Exactement. Oui. Puis il y a des voiliers d'1 million de dollars. Tu arrives avec un voilier, ça impressionne pas personne. Le monde veut un voilier. C'est sûr que l'hélicoptère, ça fait du bruit, puis ça fait James Bond. Ça va toujours faire James Bond, mais regarde, on aime ça. Normand, pendant tes années comme animateur du matin à C'est quoi, tu as vécu un gros conflit avec Jean-René Dufort, avec qui tu travaillais à l'époque. C'est même une des raisons qui t'ont poussé dans la dépression, paraît-il. Pourtant, ce sujet n'est pas abordé dans la biographie. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une entente entre les deux parties qui fait que les deux parties considèrent cette période comme c'est clos.
et que les deux parties se sont entendues pour ne pas revenir là-dessus jamais. Ça a l'air d'un texte appris. Ah oui, ça l'est. Et malheureusement, si tu me reposes la question, on va être obligé de te redonner exactement la même réponse. Ben non, mais je vais la poser à Isabelle. Est-ce que c'est frustrant pour une biographe de ne pas pouvoir parler de quelque chose dont les deux parties se sont entendues et considèrent que le sujet est clos? Même quand un des deux parties en a parlé sur ce plateau ici devant 1,5 million de personnes. C'était pas moi, c'était lui. C'est frustrant sur le coup parce que tu t'imagines ton histoire. Moi, j'avais commencé à faire des recherches, puis pour me rendre compte que j'avais pas le droit d'en parler, finalement. Donc, ce dont je suis contente, par contre, c'est que cette histoire-là fait partie d'une histoire qui comprend 3 éléments, en fait. Parce que ça, il y a une histoire de désaveu de la direction de l'époque, de c'est quoi envers Normand, et qui est aussi forte. Et il y a la dépression comme telle que j'ai décrit de A à Z avec les rendez-vous chez le psychologue, avec Marie-Claude qui le surveillait tout le temps, puis qui voyait son humeur fluctuer comme ça, avec le fait aussi qu'elle n'a parlé à personne sauf à sa blonde, et son entourage ne le savait pas. Je considère que d'avoir pu parler de la dépression comme telle et du désaveu de c'est quoi, je trouve que c'est aussi important que l'autre chose pour laquelle et qui l'a mené dans le fond du baril, finalement, dans le fond du puits. Il paraît qu'à la fin de la bio, on a le goût de béatifier ta blonde. Oui, de la canoniser carrément. Oui. Elle est toujours à côté de toi, elle accepte que tu travailles tout le temps, t'a soutenu pendant ta dépression, toujours à tes côtés, amoureuse, solide. Est-ce qu'on peut dire que derrière chaque grande femme se cache un petit comique? Oui, exactement. Mon épouse, c'est un ange. Je sais pas, j'ai dû faire quelque chose de... J'ai dû sauver une vache aux Indes dans une enterrière pour mériter cette femme-là. Je l'appelle Mère Teresa en talons hauts. Elle est magnifique. Tout ce qu'il y a d'elle, c'est magnifique. Sa beauté physique, sa gentillesse, son talent. C'est l'amour de ma vie. Elle n'est pas jalouse? Tu as beaucoup de filles que tu fréquentes comme amie? Oui. Mais une fille peut être jalouse, mais elle, non. Elle n'est pas jalouse. Elle a été inquiète à certains moments. Okay. Elle a été inquiète parce que je suis quand même allé en vacances avec Mélissa Lavergne, la percussionniste. Puis tout était correct quand on est parti. Mais pendant qu'on était parti, les gens commençaient à dire, ben voyons donc, t'es bien naïf, ça n'a pas de bon sens, Mélissa Lavergne, tu sais. Mélissa, elle a 27 ans, à l'âge de mes filles, là. Et en revenant, Marie... C'est pas une raison. Oui, c'est pas une raison pour certains, là. Mais en revenant, Marie, elle dit, ben, elle était triste. Puis j'ai dit, qui t'a dit ça? C'est vraiment pas gentil. Ben, elle dit, ben du monde. J'ai dit, est-ce que c'est majoritairement des gars? Elle a dit oui. Je dis, ah, I rest my case. Demande à mes amis de filles s'il y a un problème. Mais c'est vrai que, ben, regarde, je te laisse pas là, ça. Bon, Puis moi aussi, j'ai 27 ans. Ben oui. Normand, on raconte que la cocaïne n'était pas très loin dans les coulisses de Beau et Chaud, l'émission estivale que tu as animée à Télé-Québec de 88 à 94. Est-ce que Beau et Chaud aurait pu s'appeler Beau et Gelé? Je vais vous avouer qu'il y avait bien du monde gelé. Beau, chaud et gelé. Pas moi, par contre. J'aimerais ça, pouvoir faire une sortie dire j'étais gelé, mais non. Mais toi, tu as connu quand même l'enfer de la drogue, mais pas pendant que tu travaillais. Non, pas pendant que je travaillais. On ne peut pas travailler coqué. Puis je voulais pas dans le livre dire j'ai traversé les années 80, j'ai jamais vu de la coke. Hey, quand même. Soyons sérieux, là. J'en ai déjà vu. Comme j'ai probablement frenché France Castel. Tu sais, c'est les années 80. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné... Non, mais c'est vrai. C'est elle qui m'a demandé ça. On était à France Baudouin, live, elle m'a demandé, elle dit, écoute, on a-tu déjà couché ensemble? On était à TV. On se regardait les deux en même temps, on a dit probablement. On salue France. On salue France. Oui. Bon, écoute, on s'en fait pas avec ça. Mais tout ce que je peux dire là-dessus, c'est vrai qu'il y en a eu beaucoup. Ça a été extrêmement dommageable pour bien du monde que je connais, à tous les niveaux. Et je peux dire aujourd'hui que c'est une drogue qui est... c'est vraiment le fun la première fois que tu en fais. Après ça, c'est un bad trip. C'est quand même une drogue qui rend impuissant et paranoïaque. Fait que, tu sais, la fille est dans le lit, puis tu regardes par la fenêtre. Je dis, c'est pas une dope, le fun. Toi, c'est le vin maintenant. Moi, j'adore le vin. Mais ça fait qu'on ne boit pas normal, là? Non, mais je pense qu'avec la carte chouchou, je vais pouvoir dire quand est-ce que je veux. C'est toi qui décides. Mais est-ce que tu l'as apporté? Non, je l'ai oublié. Ah, ben on s'en rappelle plus. Normand, ton père est d'origine jamaïcaine et barbadienne. Isabelle le décrit de façon très attachante. Un homme bon, un homme gentil, que tu aimais beaucoup. Et pourtant, quand il est décédé, toi, tu commençais ta carrière au théâtre. Tu es monté sur scène le soir de son décès. Tu n'es pas allé aux funérailles, ni au salon funéraire. Tu n'es pas allé te recueillir sur sa tombe. Qu'est-ce que tu fuyais? Je sais pas, j'étais pas capable. Aujourd'hui encore, j'étais vraiment pas capable. Ce que j'ai fait,
c'est que j'ai tout organisé pour que tout se passe bien. J'ai aidé ma mère, j'ai aidé tout le monde. Puis je suis allé jouer au théâtre, puis je pense que je suis même pas capable de dealer avec ça aujourd'hui. Quand mon frère est décédé après, je suis jamais rentré dans la chambre d'hôpital. Il a été malade très longtemps, je restais à la porte. Marie-Claude entrait, puis mon frère me faisait des messages par Marie-Claude. Et je suis pas fier de ça, mais j'étais barré physiquement. Ton frère, il est mort de quoi? Mon frère est mort du diabète. OK. À quel âge? Il est mort à 40 ans. Oh. Mais il avait le diabète depuis l'âge de 16 ans et ma mère a travaillé comme une sainte parce que maintenant, on a toutes les petites machines pour savoir notre taux de sucre puis whatever. Mais lui, dans le temps, là, il prenait ça l'aiguille là, comme dans les vieux films. Là. Puis là, il sortait l'air de tout ça, puis il se piquait. Là, quand il y en avait trop d'insuline, il fallait y remplir la bouche d'orange. Et quand j'ai vu mon frère puis être capable de voir, puis être capable de lire de la musique, quand je l'ai vu puis être capable de jouer de la guitare, puis être capable de composer, pour moi, il était mort. À quelque part, il était mort. C'est pour ça que le reste, ça a juste été un drame terrible. Puis à l'hôpital, je me suis pogné beaucoup avec les gens de l'hôpital parce qu'il était dans un coma depuis à peu près 3 semaines. Puis il me disait, je disais, écoutez, on ne sait même pas s'il dort, que s'il y a-tu des signes, il va-tu revenir? Il me dirait, non, il ne reviendra jamais. Mais je dis, pourquoi vous le laissez de même? Parce qu'ils m'ont dit, c'est Dieu qui décide. Je dis, non, c'est pas Dieu qui décide. C'est vous autres. Dieu, pour le moment, est occupé ailleurs, probablement, mais vous êtes des médecins. Puis j'ai eu un gros conflit avec les gens de l'hôpital, mais il faut dire que je n'étais pas dans un état rigolo, là. Mais j'ai bien de la misère avec la mort. Isabelle, dans la biographie, on en apprend très peu sur ses 2 enfants, Elisabeth et Édouard. Pourquoi? Parce que ce sont ses enfants, ça fait partie des gens qu'il a décidé de protéger. Mais Elisabeth est dans le milieu. Oui. Oui, j'ai parlé, mais pour la relation directe qu'elle avait avec son père. Édouard, est-ce qu'il joue de la musique? Édouard, oui, il fait tout. Il est beau comme un cœur, il joue de la musique, il compose du rap, il joue au football, puis il fait yo, man. Yo, je sais pas à quelle heure je vais rentrer, yo. C'est ça qu'il fait. C'est tout ce qu'il fait. C'est tout ce qu'il dit, c'est tout ce qu'il fait. J'ai essayé de parler, hein? Non. Puis le pire, c'est qu'il l'aurait causé. Il cause mes chums, le pire. Il est incroyable. Il a du père dans le nez. Ah ouais, il a du père dans le nez. Je rappelle que j'ai 27 ans. Mais oui, c'est ça. Mais c'est juste ça qui fait idiot. À un moment donné, il va dire un autre mot. Isabelle, quel genre de père est Norman Brathwaite? Un père qui aurait pu, il y a quelques années, d'après ce que j'ai compris, les filles Elisabeth et Mylène, de ta belle-fille, qui aurait pu être plus présent, mais qui était tout le temps là au bon moment quand il fallait qu'il soit là pour ses enfants. Moi, ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'un jour, je suis allée chez lui pour une entrevue et je lui ai pas parlé tout de suite, je l'ai regardé jouer de la musique avec son fils. Toi, tu jouais de la guitare, puis lui jouait de la batterie. J'ai l'impression que c'est comme ça beaucoup que vous communiquez ensemble. C'est votre composition qui s'appelle d'ailleurs Yo. Oui, qui va sortir en disque bientôt. Isabelle, quel genre de mari est Norman Brathwaite? Moi, je trouve que Normand et Marie-Claude sont un couple fusionnel. Marie-Claude me dit qu'ils sont super indépendants, les deux. À chaque entrevue qu'on a eue, je pense qu'ils se sont appelés 6 fois. Je finissais à parler avec Marie-Claude et je l'ai vu faire ça avec d'autres aussi. On dirait que si vous êtes indépendant, vous devez savoir chacun où vous êtes, ou pour vous rappeler que vous existez, ou vous rappeler que vous aimez, et tout ça, j'en ai fait ça. Ils sont comme ça. Pour les avoir vus aussi, là, se lever l'un contre l'autre. Puis je pense qu'ils sont... c'est un couple fusionnel. André Ducharme, pas le nôtre, mais celui qui écrit dans l'actualité, écrit un article assez critique à ton égard, qu'il a intitulé « Trou Normand ». Il parle de ta soif impossible à étancher, une soif qui te pousse à travailler sans cesse, même si parfois tu sembles t'ennuyer à la télévision, que tu lis le télésouffleur pour présenter tes invités, que tu sembles souvent bien fatigué à Belle et Bomme. Bref, avec tout le talent que tu as, il aimerait te voir dans des entreprises plus ambitieuses. Est-ce qu'à force d'être partout tout le temps, parfois tu es nulle part? Il avait dit aussi que probablement que j'aimais pas ma femme, parce que c'est pour ça que je voulais sortir de la maison, puis il a parlé de ma fille, puis... parce que lui, il a des connaissances avec des gens qui ne m'aiment vraiment pas beaucoup, et il a parlé publiquement dans des soirées, comme quoi qu'elle allait me planter, puis j'ai rien contre quelqu'un qui dit « il est pas bon là-dedans ». Ça, c'est... Mais quelqu'un qui dit « il y a sûr qu'il n'y a pas de fun, sûr qui fait ça juste pour l'argent, mange la merde ». Je dis, moi, je fais mon métier, j'ai pas besoin de le faire, j'ai pas besoin de travailler tant que ça. Tout ce que je fais, je l'aime. Tu sublimes pas dans le travail. Ben non, voyons donc, tu sais. Mais ça t'est arrivé d'être sur le pilote automatique? Ben, sur le pilote automatique, ça m'est arrivé de travailler fatigué. Mais tu peux pas faire ce métier-là sur le pilote automatique. Je trouve que c'est un métier qui est impossible à faire sur le pilote automatique. Alors, c'est pour ça que, dans ce cas-là, je refute complètement cette critique-là.
Est-ce que vous restez avec nous? Oui. Oui, ça va me faire Merci à vous plaisir. deux. C'est Merci. normal, gars. Oh, une petite carte. Ta biographie, là. Ta plus grande réussite est de nous mettre en plein la face ce grand principe universel, selon lequel rien n'est tout à fait noir ni tout à fait blanc. Oh! C'est parfait, monsieur.